un grand patron viré du jour au lendemain par son actionnaire unique. C'est assez classique. Quand l'actionnaire est l'État français et que cette entreprise est l'opérateur historique de production d'électricité, cela n'a plus rien d'anecdotique, mais révèle au contraire une des fragilités majeures de la France dans un contexte international de compétition économique farouche et de brutalisation des relations internationales. Luc Rémont, polytechnicien, devenu directeur du Trésor, puis banquier d'affaires après être passé par différents cabinets ministériels, a livré dans la presse sa vision du divorce. Les citoyens français en retiendront l'idée que la renationalisation d'EDF, annoncée en 2022 et mise en œuvre en 2023 pour 9,7 milliards d'euros, n'a pas suffi à résoudre une équation complexe, celle d'une entreprise privée assurant un service public essentiel et répondant à des impératifs de souveraineté nationale. Pour le dire simplement, la transformation d'un grand monopole d'État en entreprise de droit privé pour satisfaire aux obsessions dérégulatrices des élites françaises et européennes aboutit à une situation inextricable quand il s'agit de gérer un parc nucléaire, c'est-à-dire des investissements colossaux étalés sur des décennies. Ce que paie aujourd'hui EDF, ce sont les mécanismes délirants, comme ce système d'AREN, accès régulé à l'électricité nucléaire historique, qui obligeait l'entreprise à vendre à prix cassé son électricité à des revendeurs qui allaient ainsi pouvoir lui soustraire des clients et s'enrichir en n'ayant pas produit le plus petit watt pour assurer une fiction de concurrence. Des décennies à creuser la dette d'EDF pour enrichir des opérateurs privés, à laisser se délabrer la filière nucléaire pour complaire à des voisins allemands qui misaient sur le gaz russe, parce qu'ils avaient parfaitement compris, contrairement à leurs gentils voisins, que l'énergie bon marché est une condition sine qua non de la puissance industrielle. Des décennies à se plier aux injonctions d'une Commission européenne obsédée par la dérégulation des services publics et des monopoles d'État. Des décennies à se plier aux oukases de leaders écologistes médiocres, refusant de concevoir que des énergies intermittentes ne sauraient répondre aux besoins d'un grand pays, sauf à le vider de ses usines pour importer des produits venus de pays où les centrales à charbon ne sont pas un problème. Et puis arrive la guerre en Ukraine. L'Europe, pour marquer sa solidarité avec le pays agressé, choisit de limiter ses importations de gaz russe. Sauf qu'elle n'a rien prévu, rien anticipé. Dans la panique, on se tourne vers les États-Unis, ravis de vendre à prix d'or ce gaz naturel liquéfié issu de gaz de schiste dont le vieux continent ne voulait pas quelques mois auparavant. Comme l'a expliqué l'expert en politiques industrielles Olivier Luancy devant la Commission des affaires économiques du Sénat, le mégawattheure de gaz aux États-Unis coûte 6 à 7 euros. Arrivé en Europe, il coûte 40 euros. Après application de la taxe sur les quotas de CO2, il est vendu 65 euros sur le marché, soit un rapport de 1 à 10 entre les États-Unis et l'Europe. Branle-bas de combat, il s'agit de remettre en état le parc nucléaire qu'on avait entrepris de réduire, d'enfin se battre contre la volonté des Allemands pour imposer dans la taxonomie européenne de faire reconnaître le nucléaire comme énergie décarbonée et d'annoncer la construction de 6 EPR de nouvelle génération. Hélas, il faut dans le même temps venir en aide aux TPE, PME et aux foyers français qui voient le prix de leur électricité exploser parce que les Allemands ont réussi à faire accepter à leurs partenaires français une fixation européenne du prix de l'électricité qui l'indexe sur le prix du gaz. On dégaine donc des chèques énergie payés à coup de déficit. Et voilà bien l'équation insoluble. L'État demande à EDF de fournir de l'électricité nucléaire à prix coûtant aux entreprises, donc de réduire ses marges, tout en investissant des milliards dans les futurs EPR, alors même que les décrets et les décisions concrètes se font attendre. On peut certes se réjouir d'une prise de conscience, même tardive, de l'enjeu vital que constitue le nucléaire. Le communiqué consécutif au CPN du 17 mars, qui évoque la relance des recherches sur la fermeture du cycle, laissera cependant un goût amer à ceux qui, dans l'indifférence générale, avaient déploré l'abandon en 2019 du projet Astrid, c'est-à-dire justement la recherche sur les réacteurs utilisant le plutonium et l'uranium appauvri pour limiter les besoins de matières premières que la France ne possède pas. Puisque la conjoncture devient chaque jour plus incertaine, un gouvernement doit s'appuyer sur quelques certitudes qui définissent un État souverain. La première est que la France
n'aura pas les moyens économiques et industriels de se réarmer si elle ne développe pas, non pas uniquement les industries et technologies de rupture ou celles qui attirent les investisseurs étrangers, mais l'ensemble de son tissu industriel partout sur son territoire. Et pour ce faire, le premier enjeu est de garantir à ces entreprises une énergie bon marché en tenant compte du fait que les besoins en électricité vont augmenter et qu'il faut donc investir massivement dans une énergie décarbonée et non intermittente, le nucléaire. Quitte à imposer à Berlin et Bruxelles la défense de nos intérêts et de ceux de notre opérateur historique EDF, et le refus, par exemple, de la mise en concurrence de nos barrages hydroélectriques. Parce que la souveraineté, ce n'est pas un slogan, mais un programme concret.